On passe à la session gystes et sarcome des tissus mous avec Sarah Dumont et avec Axel Le Sen. Axel, on commence par les gystes. Tu nous dis un peu les nouvelles? Ça va être très bref. C'est certainement un ASCO qui a été, il n'y a pas énormément de nouveautés. Il y a eu vraiment une seule réactualisation de l'étude de phase 3 adjuvante testant la durée optimale de l'imatinib. C'était l'étude scandinave et allemande d'il y a quelques années, comparant une année d'imatinib en adjuvant versus 3 années d'imatinib dans les gystes à haut risque de rechute. Là, il y a un follow-up médian de 10 ans maintenant pour le dernier patient inclus. Donc c'est la troisième analyse qui confirme. La première analyse montrait un impact sur la survie globale et sur la PFS en faveur des 3 années. La deuxième analyse également et la troisième analyse après 10 années de follow-up confirme que le standard actuel en situation adjuvante, la durée optimale de l'imatinib est de 3 ans. La seule diapositive intéressante, c'est l'incidence des seconds cancers que l'on voit. 15% de second cancer chez ces patients, notamment le cancer le plus fréquemment retrouvé, c'est le cancer de la prostate. Mais ne voyez absolument pas de corrélation entre l'imatinib, la durée de l'imatinib et la survenue de ces cancers. C'est parce qu'on a modifié l'évolution naturelle de cette maladie et que les patients vivent bien plus longtemps qu'auparavant. Et donc les patients développent des seconds cancers. Très bien, donc confirmation de l'étude française que tu avais menée sur la durée de l'imatinib. Est-ce que sur des patients ou des patientes qui tolèrent très bien le traitement à 3 ans, tu n'es pas parfois tenté de poursuivre? Il y a justement deux études au monde qui posent cette question. Chez les patients qui atteignent les 3 années d'imatinib, les patients sont randomisés dans une étude française qui est en cours entre 3 années supplémentaires versus arrêt. Et les Scandinaves posent la même question, mais pour 2 années supplémentaires versus arrêt. On va peut-être pouler d'ailleurs ces deux études ensemble pour. Pour aller plus vite. Et pour le moment, on reste à 3 ans comme standard hors essai. Si aujourd'hui vous décidez de traiter votre patient pour un giste à haut risque de rechute, le standard c'est 3 ans. On passe tout de suite au sarcome des tissus mous. Là c'est pareil, il n'y a pas énormément de nouveautés. Pour vous dire, il n'y a aucune étude de vraie phase 3 randomisée. La seule étude intéressante, il y a deux études en néoadjuvant, puis le reste en métastatique. C'est une étude japonaise qui avait été initiée avant les résultats de l'étude européenne, vous savez, qui comparait une chimiothérapie à base d'anthracycline en néoadjuvant versus un traitement à la carte qui avait été rapporté par Gronchi en 2017. Cette étude japonaise compare la même association d'oxorubicine-ifosfamide versus le schéma, on va dire, américain, gemcitabine docetaxel en situation néoadjuvante. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Confirmation, malheureusement, du traitement néoadjuvant à base d'anthracycline. Vous voyez qu'on ne fait pas beaucoup de progrès en 30 ans dans les sarcomes des tissus mous en situation localisée. Alors si on va chercher un petit peu plus loin, et je pense que c'est l'avenir, c'est de définir une stratégie thérapeutique un peu à la carte par sous-type histologique. Vous savez que la trabectedine est une des drogues majeures du liposarcome myxoïde. C'est le sous-type histologique également le plus radiosensible. Donc il était tentant de combiner la radiothérapie plus trabectedine en néoadjuvant. Vous voyez que la grande majorité des patients répondent. Il y a 93,5% des patients qui ont une diminution du volume tumoral. Tous les patients sont opérés par la suite et il y a des réponses histologiques de grande qualité. Donc c'est possiblement une alternative, la combinaison trabectedine plus radiothérapie par rapport au schéma classique de doxorubicine-ifosfamide. Alors on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'immunothérapie. Vous savez qu'on est sans doute la dernière roue du carrosse dans les sarcomes des tissus mous. On ne peut pas dire que les sarcomes des tissus mous soient des tumeurs très immunosensibles. Une petite étude de phase 2 dans les UPS et dans les liposarcomes. Il était prévu théoriquement d'inclure 20 patients par bras thérapeutique. Cette étude a été rapportée après seulement 24 inclusions. On se demande pourquoi. Il y a 4 bras, vous voyez, c'est assez compliqué. Il y a le nivolumab dans le liposarcome seul, le nivolumab plus l'ipilimumab dans les liposarcomes dédifférenciés. Même chose pour les UPS, mais cette fois-ci en rajoutant de la radiothérapie. Très peu de réponses. Il y a une réponse avec le nivolumab dans un liposarcome. Une réponse dans les UPS. Et on ne peut pas dire grand-chose sur ces études. Et on est en néoadjuvant, donc concernant la réponse histologique, on le savait déjà, les UPS sont un petit peu plus immunosensibles que les liposarcomes dédifférenciés si on
comptabilise le nombre de cellules tumorales identifiables sur la pièce opératoire. Enfin, c'est vraiment pas folichon. Là, on passe en métastatique. Vous voyez que là, je vous ai poulé les 3 grandes études qui ont été déjà rapportées dans la littérature en situation métastatique. Les patients qui répondent le moins mal sont les sarcomes indifférenciés pléiomorphes, possiblement quelques angiosarcomes ou autres sarcomes alvéolaires des parties molles. Vous savez qu'on n'a pas encore de facteur vraiment pronostic biomoléculaire prédictif d'une réponse à l'immunothérapie. Alors quand on n'a rien, on regarde la toxicité, c'est la seule, on va dire, pas étude intéressante, mais ils ont corrélé en poulant ces 3 études de 120 patients traités par immunothérapie. Ceux qui développent une toxicité de grade, quelle que soit la toxicité, ont une survie, une PFS supérieure à ceux qui ne développent pas de toxicité à l'immunothérapie. Donc, il y a eu une étude niveau IPI il y a 2 ans qui ne montrait vraiment pas de grandes avancées thérapeutiques. Là, il y a une nouvelle association Durva-Tremelumab, c'est un anti-PD-L1 plus un anti-CTLA4. Vous voyez que le taux de réponse non plus n'est pas extraordinaire. Vous voyez le waterplot à droite. Donc les patients qui bénéficient le plus d'une immunothérapie sont les sarcomes alvéolaires des parties molles, les chordomes qui ne sont pas vraiment considérés comme les sarcomes des tissus mous, et les synovialo-sarcomes. L'avenir, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre pourquoi ces patients répondent, et c'est possiblement lié à l'infiltration lymphocytaire dans les tumeurs qui conditionnent la réponse ou non à l'immunothérapie. Étude un peu surprenante combinant le lenvatinib, qui est un TKI, un anti-PDGFR, anti-KIT, anti-VEGFR et anti-RET, qui est normalement inefficace dans les liposarcomes, et l'éribuline, qui est lui indiqué dans les liposarcomes mais inefficace dans les lémyosarcomes. Une petite étude de combinaison d'un TKI et l'éribuline. Vous voyez qu'en première ligne, surtout, il y a stipulé, il y avait 9 patients qui étaient en première ligne. Il y a des réponses assez spectaculaires, y compris dans les liposarcomes, mais on ne comprend pas très bien s'il y a une synergie entre l'éribuline et ce TKI. Enfin, combinaison donc à poursuivre et être testé. Plus intéressant, encore une fois, dans un sous-type histologique donné, on connaît le rôle du Taxol hebdomadaire intraveineux. Là, il y a Athenex, une boîte pharmaceutique américaine qui a développé un composé oral du Taxol, plus un inhibiteur oral de la protéine PGP. La majorité des patients, vous voyez, répondent à cette combinaison, aussi bien dans les angiosarcomes du scalp, les angiosarcomes en territoire radio-induit, les angiosarcomes du sein, y compris donc, chez les patients qui sont très âgés, oui, des patients qui avaient plus de 90 ans qui étaient inclus dans cette étude. Donc c'est possiblement un avenir dans ces angiosarcomes survenant chez ces patients traités. Et pour finir, une réactualisation de l'étude du groupe sarcome français testant la combinaison de la doxorubicine et de la trabectinine dans les lémyosarcomes utérins et dans les lémyosarcomes non utérins, avec un médiane de follow-up de 7 ans. Les résultats sont très, très intéressants puisque, vous voyez, en bas à droite, la survie médiane de ces patients, qui normalement en métastatique est plutôt de l'ordre de 20 mois, on est à 38,7 mois de médiane de survie globale dans les lémyosarcomes non utérins. Donc, qui en fait une combinaison potentiellement très intéressante. Et pour confirmer les résultats de la LMS02, est en cours, est terminée pour les inclusions, une étude randomisée LMS04 qui compare l'association doxorubicine-trabectinine avec la possibilité de donner la trabectinine en maintenance versus la doxorubicine en première ligne thérapeutique. Dans cette même population, il est possible qu'il y ait un late breaking abstract pour l'ESMO 2020. Donc vous voyez, rien de folichon. Juste la dernière diapositive pour montrer que, on le savait déjà, mais encore fallait-il le montrer, encore faut-il discuter de ces patients en situation métastatique dans les RCP et essayer de possiblement opérer les patients répondeurs de leur métastase résiduelle, les patients qui ont l'association doxorubicine-trabectinine suivie d'une intervention chirurgicale ont un meilleur PFS et une meilleure survie globale que ceux qui ne sont pas opérés. Merci beaucoup, Axel. Sarah, Axel nous a beaucoup parlé de la trabectidine. Tu peux nous dire un peu où on en est du feuilleton en France, de ce médicament, de sa disponibilité, de son remboursement et dans quelles indications?
On est encore en difficulté pour l'obtenir, hein. La trabectidine, c'est une négociation qu'on va faire au cas par cas, avec des justifications à chaque fois qu'on pourra avoir un patient qui va être sous trabectidine. On va devoir justifier et montrer qu'il a été sous traitement pendant 1 an, 2 ans pour pouvoir ne pas avoir de soucis en termes de remboursement. Je voulais juste faire un petit commentaire, hein. On se rend compte qu'on a quand même beaucoup affiné notre façon de faire des essais thérapeutiques dans le sarcome des tissus mous métastatiques notamment. On a arrêté de faire des essais finalement de toute tumeur dans la chimiothérapie. Ben voilà, on va s'intéresser surtout au leiomyosarcome pour les LMS. On va s'intéresser au liposarcome. Alors c'est intéressant, on est encore en train de s'obstiner à faire des TKI dans les liposarcomes, ce qui est plutôt assez controversé, mais bon, avec quand même des résultats intéressants. Mais dans l'immunothérapie, ben, on est encore avec des essais où on fait toute tumeur. Et peut-être que c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il y aura une deuxième étape qui sera le fait de se concentrer sur les histologies qui sont connues comme répondeuses à l'immunothérapie, comme le cordome, les ASPS et peut-être les UPS. Mille merci à tous les deux. Alors, on enchaîne avec les tumeurs cérébrales. On garde Sarah et on échange un Axel contre un Frédéric. Donc le docteur Frédéric Dermain qui nous rejoint. Merci Frédéric. Dans quel ordre? Alors, bah moi, je vais donner la parole régulièrement à Frédéric pour compléter, mais c'est vrai que, en tout cas, ce qu'il y a cette année, c'est surtout quelque chose en termes de thérapie ciblée dans les gliomes de grade 2 et de grade 3. En fait, une cible d'intérêt dans les gliomes, c'est vraiment l'IDH. L'IDH, c'est un facteur finalement pronostique dans les gliomes de grade 2 et de grade 3 qui est de plus en plus présent en termes de cible thérapeutique, qui est tout à fait d'intérêt. Parce qu'on s'est aperçu qu'au-delà du grade, on se retrouve avec un marqueur qui est plus important encore que l'agressivité de la maladie en termes de mitose, si vous voulez. L'IDH, ce qu'on sait, c'est lorsqu'on a une mutation de l'IDH, on est de meilleurs pronostics. Et cette mutation de l'IDH peut être accompagnée d'une codélétion AP19Q. Et en cas de codélétion associée à la mutation de l'IDH, on a un gliome qui est de bien meilleurs pronostics que par exemple quelqu'un qui serait triple négatif en quelque sorte, avec un gliome de grade 2 ou de grade 3 qui se comporterait finalement comme un glioblastome de meilleur pronostic, c'est-à-dire avec une survie qui est autour de 3 à 5 ans, donc très délétère. Donc l'IDH a fait l'objet d'une présentation orale qui est peut-être le point le plus important dans le gliome de grade 2 et de grade 3, avec une molécule qui est le voracidenib, qui est un anti-IDH 1 et 2. Et le rationnel est vraiment important dans les gliomes de grade 2 et de grade 3, puisqu'on a quand même une grande majorité des gliomes qui ont soit une mutation d'IDH 1 pour 80% d'entre eux, soit une mutation d'IDH 2 pour 4% d'entre eux. Et les anti-IDH, ça fonctionne. On a un modèle dans la leucémie aiguë myéloblastique en rechute avec un anti-IDH2 qui est approuvé depuis 2017 et puis l'ivosidenib qui est un anti-IDH1 qui est aussi investigué dans le gliome. Si Frédéric, tu veux en dire un mot. Par rapport au traitement effectivement IDH inhibiteur ifosidenib, une publication vient de sortir en juin dans JCO ayant permis de sélectionner à l'intérieur, on pourrait revenir sur la diapo s'il vous plaît, on pourrait revenir dessus, enfin la façon de sélectionner uniquement les gliomes qui n'ont pas de prise de contraste, avec un critère de sélection très strict, puisqu'il fallait 3 IRM successives à 2 mois d'intervalle, sans prise de contraste. En gros, des gliomes de grade 2 et 3, effectivement IDH mutés, mais particulièrement lents dans leur évolutivité. C'était un critère de sélection. Voilà, donc là, il s'agissait d'une phase 1-2 avec des gliomes sans prise de contraste. Il s'agissait de 22 patients pour lesquels on avait des données, un objectif de tolérance et d'obtention de doses pour la phase 3 qui est bien lancée. Alors, il y a une toxicité qui est une toxicité de classe pharmacologique. Les anti-IDH font des toxicités hépatiques avec une élévation des transaminases. Et on ne peut pas aller bien haut en termes de dosage sans avoir des toxicités qui sont très importantes en termes d'élévation des transaminases. En revanche, il s'agit de maladies qui sont lentement évolutives. On est autour de 8 ans de survie avec ces maladies-là. Donc, c'est des maladies qu'on va observer. Et les taux de réponse qu'on peut voir sont quand même intéressants. On est sur du 18% de taux de réponse, avec des réponses partielles et des réponses mineures. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ou peu dans les thérapies standards. C'est plutôt des patients qui vont être stables sous traitement un certain temps. Et vous voyez, on a un waterfall plot qui est quand même assez intéressant. Alors en revanche, en termes de survie, on est un petit peu déçu. On est sur des maladies, comme je vous disais, qui étaient stables. 55% de PFS à 2 ans.
c'est peut-être un petit peu décevant. On est sur très très peu de patients. On ne peut pas analyser ces datas-là. Mais c'est quelque chose qui nous déçoit malgré la présentation comme ce que vous voyez là sur la droite du patient qui a réellement répondu. Hein. Si tu veux parler de la phase 3, Frédéric. L'élément important à noter, c'est que de toute façon, il est très difficile dans une étude avec un nombre limité de patients de faire la différence entre une histoire naturelle qui de toute façon est lente, il n'y a pas de bras randomisés, et l'effet, le signal donné par ce type de molécule. On a quand même des raisons de penser sur quelques cas qu'il existe quelque chose puisqu'il n'y a pas d'autre traitement dans ces patients très sélectionnés que la chirurgie. Il n'y a pas eu de radiothérapie préalable, pas de chimiothérapie préalable, donc il y a un signal. Mais effectivement, on a absolument besoin d'un recul suffisant et d'un nombre de patients suffisant pour aller plus loin que simplement un signal. Alors, juste, j'ai encore besoin de vous présenter ma slide. C'était pour vous parler de la phase 3 qui est la phase indigo, qui est prévue et pour lequel on a choisi le dosage de 40 mg. Vous voyez, c'est à 50 mg qu'on est sur une tolérance qui est acceptable. Et donc, c'est dans le cadre du gliome en rechute. Alors, l'autre point important, c'est la médecine de précision. Finalement, quid de la biopsie liquide dans le glioblastome? Le problème du glioblastome, c'est que c'est une maladie qui est intracrânienne, donc à la fois difficilement accessible pour nos chimiothérapies du fait de la barrière hémato-encéphalique, mais également qui ne laisse pas passer beaucoup de marqueurs sanguins extracérébraux. Et donc, on se retrouve à utiliser essentiellement la méthylation du MGMT dans le glioblastome, qui est méthylé dans 40% des glioblastomes, qui est à la fois un facteur pronostique et prédictif de la réponse au T modal, puisque le MGMT est une enzyme de réparation de l'ADN. En cas de méthylation, elle est inactivée. Alors là, il s'agissait d'une étude bien menée en termes de méthodologie qui visait à analyser l'ADN libre circulant et non pas l'ADN tumoral circulant, car à mon avis, en trop petite quantité et en extracrânien, avec 102 patients, avec une cohorte exploratoire et une cohorte de validation associée à la PFS et à l'OS. Donc la cohorte exploratoire a permis de déterminer un seuil de pertinence qui était autour de 22 nanogrammes. On est sur des tout petits dosages. Hein. Donc en termes de méthodologie, c'est pas évident finalement de recueillir ces informations-là. Et la cohorte de validation a peine à être significative. Mais bon, voilà, l'impression globale est que peut-être avoir moins d'ADN circulant est corrélé avec la PFS et l'OS, mais ça reste difficile. Et ils ont dû pouler finalement le fait d'être MGMT méthylé avec le fait d'avoir peu d'ADN circulant, qui semble cette fois-ci significativement corrélé à une meilleure survie. Alors, ils sont aussi intéressés à quelque chose d'assez pertinent, c'est le fait de doser l'ADN circulant en post-radiochimiothérapie concomitante, qui est standard de traitement, avec cette fois-ci quelque chose d'un peu plus solide en termes de données, avec quelque chose qui semblerait amener que l'ADN circulant peut être quelque chose de prometteur. Oui, en réalité, l'idée est depuis au moins 5 ans de défendre l'idée que même dans les tumeurs cérébrales, où il y a quelque part une barrière hématoméningée qui bloque la possibilité d'évaluer un marqueur sanguin, cette possibilité continue à être explorée, pour l'instant sans grand succès. Et comme les quantités sont extrêmement limitées, on essaye d'évaluer de l'ADN circulant total au lieu d'un ADN tumoral proprement. On n'a pas fini d'explorer, mais je me souviens qu'il y a 5 ans environ, il y avait dans le top 5 des tumeurs solides pour les biomarqueurs nouveaux qui allaient arriver, les tumeurs cérébrales primitives. On n'y est pas encore. On va terminer juste avec la dernière slide qui est sur l'immunothérapie, parce que comme toutes les autres tumeurs, on a hâte d'avoir quelque chose en termes de nouveautés en immunothérapie. Ça n'a pas fait l'objet d'un seul oral, mais par contre de 6 posters discussions, avec un bel effort en termes de phase 1 de BMS qui a fait des associations avec de l'IL2 intratumoral et du nivolumab, ou bien un anti-LAG3, et puis des choses très innovantes avec des immunotoxines, des chimères de Pseudomonas, avec l'IL4 ligand, sachant que l'IL4 récepteur est péjoratif dans le glioblastome. Voilà, peut-être c'est les 2 études qui sont intéressantes, c'est celle-ci et celle de l'atezolizumab avec le STUP qui est celle qu'on attendait parce qu'assez solide, mais finalement est décevante. Hein. On a l'impression que l'immunothérapie classique n'est pas très efficace dans le glioblastome, quoi. Ok, merci beaucoup. Je retiens probablement essentiellement de cet ASCO pour les tumeurs cérébrales les anti-DH1
avec la phase 3 qui va débuter, qui donnera, je l'espère, de l'espoir à nos patients. Et puis, on affine les choses ici et là. Par rapport à ce qu'on voyait il y a 10 ans, les choses progressent sur la compréhension, sur les différents traitements. Merci beaucoup à tous les deux et on se donne quelques minutes de pause avant de reprendre ce programme.